Alors, moi je suis Marc Souka, comme vient de le dire Céline, ça n'a pas changé depuis. Je suis installé à Châlons-en-Champagne depuis 20 ans. Peut-être que si je suis là ce soir, c'est parce que je suis né dans ce paysage-là, enfin, où j'ai grandi une partie de l'enfance, vous savez, celle qu'on dit qui marque bien les esprits, dans la plaine. Et donc, mon agence s'appelle Savard Paysage et on travaille sur toutes les échelles du tout petit jardin à l'écoquartier, à la route, à la rue, enfin voilà, tout ce qui se passe hors bâtiment. Et je travaille avec certains de vos futurs confrères dans des concours ou des accompagnements de bâtiments. Mais voilà, l'objet c'est de parler de la Champagne. Donc je vais vous raconter plein de petites histoires finalement, de la vigne à la Champagne, en essayant de brasser ce qui me semble important pour que vous ayez un souvenir du paysage dans lequel vous êtes passé. Et pour en parler, j'ai pris comme premier support cette carte qui est vraiment pas très belle, mais je l'ai faite il y a 20 ans, à peu près, dans le cadre de l'Atlas des paysages de Champagne-Ardenne. Donc je me suis baladé sur toute la région, j'ai recensé ce qu'on appelait à l'époque des unités de paysage. Et il se trouve que ce grand croissant doré, ici, où j'essayais maladroitement de montrer quelques ondulations, représente la Champagne crayeuse. Donc la Champagne, la vraie. En sachant que Champagne, ce n'est pas un nom étymologique, c'est un nom géographique. C'est pas lié, il y a plusieurs Champagnes en France, la Champagne berrichonne par exemple. Et donc ici, nous, on a un territoire qui fait environ 170 km de long, sur 50-60 de large, suivant où on le prend. Et puis sur cette deuxième carte en violet, ce sont les coteaux viticoles. Donc les coteaux viticoles marquent vraiment une frange de la Champagne et rentrent un petit peu dans la vallée de la Marne. Et ces coteaux viticoles s'étalent sur une largeur de 2 km à 500 mètres. C'est pour donner l'échelle, 2 km 500 mètres de largeur de coteaux viticoles, 50-60 km de largeur de plaine de Champagne. Si on le regarde de manière un peu différente en termes de représentation, ici on a un espèce de bloc diagramme qui nous montre ce que l'on appelle la Cuesta d'Île-de-France. Donc au-dessus c'est suivant les endroits, la montagne de Reims, la Brie des Étangs, la Brie champenoise, etc. Enfin bref, des plateaux qui s'arrêtent sur ces coteaux viticoles, que l'on appelle la Cuesta d'Île-de-France, et les coteaux viticoles s'étalent sur tous ces coteaux qui ont la particularité d'être essentiellement orientés à l'est. Alors qu'en général, le vignoble, partout en France, est orienté au sud, plutôt au sud, et on est pratiquement sur les vignobles les plus au nord en France. Il y en a quelques-uns un peu en Moselle, mais bon, pas très connus et peu développés. Et la Cuesta présente une dénivelée d'environ entre 150 et 80 mètres, on va dire ça. Voilà, ça nous colle tout ça d'un point de vue géographique, vous savez où vous êtes. Et puis on a toute cette grande plaine qui accompagne le pied de la Cuesta. Alors après, est-ce qu'il s'agit d'un paysage, de plusieurs paysages? Ça, je vous laisserai vous faire une idée. En tous les cas, si on le regarde sur la montagne, ce que l'on appelle la montagne de Reims, donc ce qui domine Reims, ou bien tous les plateaux qui sont au-dessus de la Cuesta. Donc on a un plateau qui est le plus souvent boisé et qui présente son ourlet sur l'ensemble du périmètre de la Cuesta. Ensuite, on a des villages et des coteaux viticoles, et puis la plaine. Alors, voilà, se pose la question des ou du paysage, ou de sa continuité, sachant que les lignes de crête qui commencent ici viennent trouver un aboutissement contre les vallées de la plaine. Quelques mots d'histoire. On a combien de temps, Céline? Tu me diras un peu? 1 heure, je vais essayer d'aller vite. Je vais mettre ça, ça me donne un repère. J'aurais dû le mettre au début. Toc. Toc. Si on regarde les cartes de Cassini, donc j'ai mis environ 1780, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'elles ont été faites. Ça permet de rappeler qu'il y a de la vigne depuis le 3e siècle, 3e, 5e siècle. La vigne, ça serait ça. Donc on retrouve ici les coteaux de la Cuesta d'Île-de-France. Et puis cette grande plaine, elle est vide. D'où la difficulté de la percevoir. Et c'est assez rigolo parce que vous allez la voir, vous, d'en haut, de vos loges. Et puis, quel est le paysage que vous allez voir d'en bas? Et puis, on voit ici ces coteaux. Hop là, pardon. J'ai été chercher un extrait de cadastre napoléonien sur la commune d'Avise. Et pour parler de la vigne, donc le village est très resserré, on le reverra après.
Et ici, vous avez là le trait qui délimite la vigne. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre déjà à l'époque du cadastre napoléonien l'importance qu'a la vigne parce qu'elle est caractérisée et dessinée par un trait spécifique sur le cadastre napoléonien. Derrière ça, il y a, maintenant on appelle ça des quotas, mais il y a vraiment la notion d'une limite qui répond sans doute aussi à des questions d'imposition du sol. On retrouve exactement la même limite, mais avec un dessin un peu plus affirmé sur la carte d'état-major, donc qui est un petit peu plus proche de nous. On retrouve l'ensemble du tissu urbain du tissu villageois plutôt de la commune d'Avise. Et puis il représente ces lignes de crête qui descendent tout doucement, par cette façon de représenter les talus comme on les représente aujourd'hui. Alors, je suis allé sur le cadastre napoléonien, si vous avez l'occasion d'y aller. C'est assez rigolo parce que ça nous raconte toute l'origine du paysage. C'est le document qui permet d'avoir la perception la plus étroite entre un relief et la façon dont l'homme s'est adapté à ce relief. C'est vraiment très très intéressant, même si un jour vous faites des grands projets urbains, je vous engage toujours à aller chercher ces documents-là et de les mettre en relation avec le relief. Ce que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas de devoir à rendre à la fin. Ce que l'on retrouve néanmoins ici, c'est la fameuse limite tout à l'heure entre les parcelles viticoles. Donc ici on a le vignoble et ici on a les grandes cultures. Alors j'ai fait des captures d'écran, puis j'ai essayé d'assembler, mais ça ne s'assemblait pas. Parce que les parcelles viticoles sont si étroites qu'en fait, ils les ont représentées au 1 pour 1250, alors que les parcelles agricoles, de grande culture ou d'élevage, sont au 2500e. Donc j'ai fait le petit exercice de recollage des deux, et on voit bien qu'on a des petites parcelles en lanière qui répondent à l'organisation de la vigne. Donc il y a une organisation propre de la vigne. Et puis, tant qu'on y est ici sur la partie plaine, donc grande culture, aujourd'hui la zone viticole s'est largement étendue. On a des très très grandes lanières. Je ne sais pas si on vous a causé de l'origine de ces lanières. Donc l'origine de ces lanières, je vous engage à lire un livre qui s'appelle « L'histoire de la campagne française » de Gaston Roupnel. En fait, on a des sols extrêmement légers. Je vous en reparlerai un petit peu après. Mais on a des sols extrêmement légers en Champagne, donc très faciles à cultiver. Et pour cultiver, il faut retourner la terre. Et tant qu'on avait des arères, donc un bout de bois en gros qui rentre dans le sol, on met un attelage devant et on tire. Et l'idée, c'est de faire travailler les chevaux le plus longtemps possible. Donc on fait des champs les plus longs possibles pour éviter de retourner. Donc voici l'origine des grandes lanières. Et puis ensuite, les successions ont fait que ces lanières étaient divisées en deux. Donc voilà pourquoi on a eu très longtemps, et ça vous le retrouvez un peu partout en France, en tous les cas partout où il y a des sols légers, des champs très étroits et très longs. Pour l'anecdote, si vous voulez apprendre à lire des cartes anciennes, vous voyez que ce chemin ici, il ne coupe pas de parcelles, les parcelles s'arrêtent sur ce chemin. Par contre, ici, vous voyez que ce champ, par exemple, se poursuit de part et d'autre du chemin. Celui-ci aussi, et celui-là aussi. Donc ça vous permet de dire, eh bien, tiens, ce chemin, il est plus récent que celui-ci, et il a coupé un parcellaire qui existait déjà. Voilà, ce sont des toutes petites choses, mais quand on est amené à interpréter le territoire, le paysage, on l'appelle comme on veut, pour mettre une crèche, pour faire passer une route, ou pour créer un joli lotissement, eh bien, ça peut être des choses qui impactent et qui induisent des attitudes différentes. Voilà, donc ce micro-parcellaire, donc, qui est vraiment lié à la largeur des rangs qu'il y a entre les largeurs entre les rangs de vigne. Pardon. Alors la vigne, elle n'a pas toujours été en rang, par contre, jusqu'au 19e à peu près, je ne suis pas très bon en date, elle était cultivée en foule. On vous l'a raconté, ça, peut-être ? Voilà, donc avec ces piquets de châtaigniers venant de régions un peu éloignées, parce qu'il faut des sols acides, nous on est vraiment dans des sols calcaires, et donc vous voyez que ces piquets de châtaigniers, ils les mettent en tas en hiver, et ils plantent la vigne en quinconce. Il n'y a pas de notion de rang. Et donc ça a été
c'est la dernière grande modification du paysage des coteaux viticoles. Et donc en hiver, ils font des moyères, donc des stockages des poteaux de châtaigniers. Et puis la mécanisation aidant, on est arrivé en muret. Et la culture en rang. Et ça a amené aussi la création de murets de manière à affronter le moins de dénivelé possible. Et puis la mécanisation est arrivée fortement et de nombreux de ces murets ont disparu. Voilà une photo qui nous montre un moment de bascule entre la culture en foule et la mise en rang des coteaux viticoles. Voilà, donc ce paysage très organisé. Dans son titre, Céline avait mis matière, couleur, je ne sais plus exactement, enfin voilà, sol, etc. Donc on voit qu'on a un vrai rapport de toute cette trame parcellaire au sol, un rapport assez étroit, toujours extrêmement lié aux courbes de niveau et au relief, et puis qui joue de tous ces plis et replis qui composent ce paysage. Voilà, donc des scènes. Je dis un paysage monochrome par saison parce qu'en fait, il est toujours vert, et puis il change, à mon sens, 3 fois de couleur, à l'automne, où c'est la période des cartes postales, et puis en hiver, où on retrouve la couleur du sol qui émerge, à une période où elle devenait même bleue, rouge, etc., parce que c'était alimenté de déchets organiques dans lesquels il y avait tellement de morceaux de plastique que ça en finissait par colorer les sols. Voilà, on va revoir des diapos de ça, mais vous voyez la finesse de la relation entre ces parcelles et les plis du paysage. Moi, c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Et ça ramène à l'échelle du savoir-faire et de la relation qu'on peut entretenir avec un territoire. Peu importe... excusez-moi, je voulais juste enlever la souris. Là. Peu importe les moyens, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on est extrêmement économe dans la relation que l'on entretient avec son paysage. Aujourd'hui, on a Poquelin, on a les tractopelles qui nous permettent de faire fi de tout ça. Et quelquefois, c'est bien. Je ne suis pas sûr que quelquefois, ça ne réduise pas la réflexion. Vous pouvez, on va en revoir aussi, mais regardez la relation qu'entretient par rapport à cette pente la ligne de ce village. J'étais obligé de mettre une photo de loge quand même. Mais je voulais aussi la relativiser en disant que les loges, ça raconte aussi la façon dont on travaille dans les vignes. C'est un endroit où on travaille sans outils. On y va avec son sécateur en taille. Dès lors qu'on a un paysage d'élevage ou de grande culture, il n'y a plus de loge parce qu'il faut ramener les attelages à la ferme tous les soirs. Et par exemple, en Camargue, où le gardien va avec ses troupeaux faire paître ses troupeaux au gré de la garrigue ou des pâtures, eh bien, on retrouve, ça ne s'appelle pas des loges, c'est la cabane de gardien, mais on retrouve ce même principe, et ce principe, on le retrouve partout en France, dès lors qu'il n'y a pas besoin de traîner un attelage avec soi. Ça n'empêche pas que les loges sont un grand attrait, et on a la même relation en Camargue, où c'est devenu un objet de patrimoine assez tourné vers le tourisme, on va dire. Les villages. Ici, j'ai repris donc une carte avec la forêt. Donc là, on est sur le plateau. On a notre ligne de crête principale qui est ici. Donc la pente qui vient ici, sur laquelle s'étalent les coteaux viticoles. Et je voulais parler un petit peu de la relation des villages avec les coteaux viticoles. Et cette absence de moyens, donc cette exubérance de réflexion par rapport à tous ces plis. Et vous voyez, donc on a la ligne de crête principale, puis des lignes de crête secondaires. Donc ici, l'eau s'écoule par là, ici, à droite de cette ligne de crête plus épaisse, l'eau s'écoule par là. Et puis on a des lignes secondaires, et entre ces lignes de crête, pour être à l'abri du vent, les villages vont s'installer dans ce qui s'appelle localement des cuves. Pas systématiquement, quelquefois c'est en haut. On recherche un équilibre entre l'abri, donc une relation aux contraintes météorologiques, mais aussi au relief, et bien souvent on a des petites zones plates qui font que les villages se sont installés là en premier. Et vous voyez que je n'ai pas ciblé spécialement sur cet endroit-là, mais on voit que c'est quelque chose qui est quand même récurrent par rapport à la composition de ce paysage.
Les villages. Donc là, on est sur la commune d'Avise, village napoléonien. Si on revient là à la commune d'Avise, c'est peut-être ça. Ou ça, je ne sais plus. Ça doit être ça, je crois. Ou peut-être, non, peut-être ça, je ne sais plus, peu importe. En tous les cas, il vient se grouper entre deux petites lignes de crête secondaires. Et quand on se groupe, on est dans cette économie de moyens. Et vous voyez qu'on a un habitat groupé, on a une rue principale et plein de rues perpendiculaires. Et l'habitat est très très dense. Ce qui caractérise aussi, cette densité caractérise aussi l'ensemble des villages des coteaux champenois. Si on regarde la même photo en 1949, on retrouve le centre du village ici, puis on voit qu'on commence à s'étaler et on perçoit une densité, on aurait pu le zoomer un peu plus si on le regarde aujourd'hui, on voit que la densité que l'on a sur le centre ancien, le centre historique du village, eh bien, se dilue petit à petit. Après, vous en tirerez les conclusions qui vous plaisent. Pour autant, si on allait plus loin dans cette recherche-là, vous pourriez voir que les chemins fondateurs de ce paysage existent toujours. Donc la relation à la pente, une fois qu'elle a été inscrite, elle n'a pas pu bouger. Alors que dans d'autres territoires, on a été capable de faire tabula rasa de presque l'ensemble. Voilà donc une photo qui nous permet de voir l'étalement de la vigne avec son paysage monochrome. Donc là, vous voyez qu'on est au début de l'automne. Et puis l'étalement de Bergère, c'est vu depuis le Mont Aimé, donc Bergère-les-Vertus. Cet étalement avec une urbanisation de type lotissement. Donc la densité a évolué. Pour autant, avant, on avait toujours ce rapport très étroit avec les plis du paysage. Ici, à Gros, vous voyez comment les maisons viennent se caler à l'intérieur, cette notion d'abri et de plis. Et il y a une notion d'économie de la surface bâtie aussi, et de la terre agricole. Et voilà, si vous vous baladez là-dedans, des vues comme ça, vous allez les voir les unes derrière les autres. On a vraiment des relations étroites, toujours en rapport avec ce qui se passe derrière. On est très souvent en arrière-plan d'une ligne de crête. Voilà, on retrouve encore la même ici. Et puis, ça évolue. Et donc là, on est encore à Avise et le village ancien est là. Et vous avez un avant-plan, un premier plan maintenant qui s'est constitué de maisons individuelles et on n'a plus du tout le même rapport au territoire. On en a un autre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne suis pas là pour tirer ce type de conclusion. Et puis on a aussi un habitat diffus qui vient s'installer, donc qui est beaucoup plus consommateur d'espace. Mais peut-être que c'est bien d'avoir sa parcelle, la maison au milieu de sa parcelle, sur une architecture particulière par rapport à ce que l'on va voir après. On a l'habitude de dire que la Champagne, que les coteaux viticoles sont couverts d'une coiffe boisée. Eh bien, cette photo nous montre que ce n'est pas toujours vrai, et qu'on a un rapport entre le ciel et la terre qui est assez étroit. Michel Courajou, qui est le pape du paysage, mon pape à moi en tous les cas, nous rappelait que le paysage, c'est là où le ciel et la terre se touchent. Voilà, ça peut se décliner de plein de façons cette phrase, mais je la trouve très belle. Et je pense qu'ici, ça raconte ça. Et ça, c'est peut-être un critère d'unité entre les coteaux viticoles et la grande plaine qui est dessous et que l'on verra juste après. Et donc, quand on rentre dans ces villages, bien là, on retrouve donc, dans la partie ancienne des villages, contrairement à ce qu'on a pu voir avant d'un peu plus diffus, on se rend compte que cette économie d'espace, elle est toujours là. Donc on a des maisons qui sont soit mitoyennes, en tous les cas, qui racontent une grande densité, avec des matériaux qui sont essentiellement la pierre. Mais moi, je ne suis pas trop bon, je ne sais pas trop parler d'architecture, mais je sais quand même reconnaître des briques et de la pierre. En tous les cas, on a une grande densité qui participe largement au charme de tous ces villages. J'ai choisi volontairement des vues banales et pas des vues emblématiques, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut sortir des choses emblématiques. Il y a des gens qui vivent là au quotidien, et nous, dans nos métiers, je pense qu'on est amené à avoir des réflexions de tout ordre, y compris les choses simples. Voilà, vous voyez ces bandeaux qui racontent une relation en relief avec ces sous-bassements, etc. Il y a
beaucoup de choses, et en tous les cas, toujours cette économie d'espace. Et puis, les maisons contemporaines arrivent, et c'est très bien. Alors, petite chose que l'on voit aussi, c'est quand vous vous promènerez dans ces villages, vous verrez qu'on a les rues, dans la profondeur de champ de chaque rue, on a très souvent un rapport au paysage environnant, puisqu'il est en pente et que nos villages sont souvent à mi-pente, on a toujours des points de vue qui s'échappent vers les coteaux viticoles. Et puis si on se retourne un petit peu, eh bien, on voit bien les versants viticoles et la plaine qui l'accompagne. Donc un paysage monochrome avec toutes ces striures de chemins qui permettent d'accéder au rang de vigne. On peut noter ici que les chemins dessinent presque les courbes de niveau. Voilà l'urbanisation qui galope mais qui ne vient pas empiéter sur la vigne, et quelquefois la vigne s'étale presque au niveau de la plaine, même des fois complètement. Et ce qui est aussi assez amusant ici, c'est qu'on se rend compte que, vu d'en haut, finalement, le regard s'échappe assez vite, mais on n'a pas une vision assez précise de ce qui se passe là-dedans. Le moindre élément de verticalité, soit les vallées essentiellement, font des rideaux qui viennent interrompre très rapidement la profondeur de champ, et on se rend compte qu'on n'a pas une profondeur de champ finalement très loin. Et donc, alors qu'on a l'impression de voir à l'infini, cet infini n'est pas loin, en tous les cas de manière perceptible. Voilà, si on le regarde d'ici, donc là on est vu de Mutigny, c'est un point de vue un petit peu emblématique dans le secteur. Donc là on a la vallée de la Marne, et puis après, je sais qu'ici il y a un parc éolien par exemple, mais on ne le voit pas, et c'est assez difficile de décrire quel paysage on a de ce point de vue. C'est un petit peu un paradoxe de ce territoire. On aurait presque l'impression, finalement ici c'est assez boisé. Et on verra des photos qui vont nous raconter l'inverse. Donc la perception du paysage, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en boîte en tous les cas. C'est assez compliqué de tirer des conclusions hâtives sur ces questions-là. De la même manière sur la question du beau ou du pas beau. De ce point de vue, on voit qu'on a une grande étendue verte ici, donc là on a l'impression que la perception porte beaucoup plus loin, mais voilà, sur cette vallée on est à environ 10 km du point de vue, on est situé à Vise. Par contre, ça nous permet de remarquer qu'on peut voir des ciels assez étonnants, et on a des points de vue sur les ciels. Voilà, donc là les coteaux viticoles continuent leur ligne de crête et nous amènent toujours vers la plaine, une plaine qui semble finalement, de ce point de vue, comme sur les photos précédentes, assez boisée. Et puis si on se retourne, eh bien du coup c'est la plaine qui nous permet de regarder vers ces coteaux viticoles, et la notion d'éloignement ou de proximité change très très rapidement la perception des choses. Quand on est il faut être à moins de 5 km pour percevoir bien la place du village, et puis le rapport au relief qu'entretiennent les vignes. Donc la lecture des petits chemins d'accès, des chemins d'accès tout simplement, aux parcelles. Vous pouvez encore remarquer ici la finesse de calage du village par rapport au relief. On n'a pas le sentiment qu'il y ait d'erreur. Tout sonne juste. Voilà, là on se tourne vers on est à mi-coteau et on regarde dans la profondeur de champ de la Cuesta en regardant vers le sud. Donc là on est presque dans un paysage de Far West avec la Cuesta d'Île-de-France qui nous montre tous ces rebonds successifs. Voilà, on se tourne vers la Cuesta, on voit bien le vignoble, et là le village est au pied du vignoble, mais on a l'impression qu'il y a derrière cette petite bosse une ligne horizontale sur laquelle ils sont venus se caler parfaitement. Voilà, au Villet, ici on est à 1,5 km et on voit qu'on arrive à distinguer l'ensemble. Sur Avise, par contre,
enfin toujours dans le même sens, mais on recule un petit peu. À 5 km, on se rend compte que bien on n'arrive plus à voir la définition des champs, par exemple, des parcelles de vignes, pardon. Donc très rapidement, le vignoble et la Cuesta d'Île-de-France changent de définition à partir de 5 km. Là, on est à 7 km d'Ailly, et ce qui commence à apparaître le plus fortement, c'est la coiffe boisée qui domine l'ensemble de la Cuesta d'Île-de-France, et puis la vallée qui est entre les deux. Et quand on est à plus de 10-15 km, eh bien la Cuesta apparaît comme marquant l'horizon, avec sa ligne sombre. C'est finalement l'élément qui marque le plus le paysage. Donc, elle compose une fin du paysage de la plaine de Champagne. Voilà, on retrouve le même principe ici. Voilà. Cette ligne de crête toute fine. Donc c'est finalement un paysage qui se voit, que l'on apprécie de l'intérieur ou de proximité. Et à plus de 20 km, eh bien, elle disparaît presque dans l'horizon. Et maintenant, je voudrais vous parler de la plaine. Alors, c'est un peu fastidieux de lire des choses, mais c'est quand même assez intéressant. Il y a un bonhomme, on parlait des gentilshommes, un Lillois, qui dit que tout le pays n'est qu'une plaine de quelque côté que vous vous tourniez, et dans la longueur de 2 ou 3 heures, vous ne voyez que le ciel et la terre, sans voir ni arbre ni buisson. Donc ça, c'est 17e. Un peintre qui s'appelle Michelet, qui dit « Ce morceau de craie blanche, sale, indigente, une triste mer de chaume étendue sur une immense plaine de plâtre, des bêtes chétives, des minéraux, des plantes peu variées, de maussades rivières traînant leurs eaux blanchâtres entre 2 rangs de jeunes peupliers. » Un Autrichien qui nous dit « Il y a des femmes attelées à des charrues, des paysans qui mangent du trèfle cuit à défaut de pain et qui lui ont semblé plus misérables que les serfs de son pays. » Et enfin Alexandre Dumas, « Dans ce désert au fond des vallées, à l'horizon de la plaine roussie par le soleil, des quadrilatères de carrés longs, des losanges bleuâtres capricieusement dessinés, ce sont des plantations nouvelles, des sapinières. » Donc ça nous raconte l'extrême pauvreté de ce territoire. C'est un des plus pauvres en France, qu'on n'imagine pas quand on vient visiter la Champagne aujourd'hui, puisqu'on voit une agriculture florissante. Et ça s'explique par la nature de son sol. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la carte de Cassini, en voici un autre exemple en plein dans la plaine. On voit que les arpenteurs de ces territoires ne savaient quoi trop dessiner finalement, puisqu'ils arrivent à nous dessiner les principales ondulations de ce paysage, mais pas plus, ils n'ont rien à dessiner. En fait, c'était des paysages qui étaient complètement vides. Le bonhomme d'avant nous parlait de nus sur 2 ou 3 heures de distance, parce que ces paysages ont été le support d'une agriculture florissante à partir de l'arrivée des Romains. Puis, jusqu'au Moyen-Âge. Mais c'était parce que la terre était très légère et très facile à retourner. Puis on a inventé la charrue, qui permettait de retourner des terres lourdes. Et donc, la production s'est déplacée en France sur des terres plus argileuses. Et la Champagne est devenue complètement pauvre. Néanmoins, entre-temps, elle avait été complètement défrichée, d'où ces regards sur la plaine blanche et crayeuse jusqu'à l'infini. Et, comment il s'appelle, Polo, là devant, Alexandre Dumas, nous parle de ces nouvelles plantations des sapinières. En fait, au XVIIe, XVIIIe, les physiocrates, qui avaient sans doute un sens social, se sont dit, ils sont si pauvres, il faut leur donner des ressources. Donc, ils se sont dit, on va planter des sapins, des conifères, dont les troncs, les fûts, permettront d'alimenter les mines du nord et de l'est de la France. Vous savez, pour faire le soutènement des galeries. Malheureusement, donc il y a eu plein de plantations, mais ces pins n'ont jamais poussé parce que la terre était vraiment très très pauvre. Donc voilà un petit village que je connais bien. Donc si on regarde sur la carte d'état-major, on se rend compte que voilà, il y a quelques tout petits bosquets, mais il n'y a presque rien. Néanmoins, l'agriculture reculant,
la création des camps militaires, la politique de l'État de planter, et puis quand on laisse la nature faire, naturellement, bien sûr en France, la forêt retrouve ses droits, mais une forêt très très chétive en Champagne, et ça s'est recolonisé, on estime qu'au maximum ça s'est recolonisé à 35% de la surface de Champagne-Crayeuse. Néanmoins, on voit bien qu'ici, voilà, on est plutôt dans une notion de comment représenter le vide. Ça c'est un tableau qui est au musée à Châlons, dans les archives, qui s'appelle Une charge au camp de Châlons, 1858. Donc, Napoléon III avait décidé, aussi pour parer pour des raisons stratégiques, mais aussi parce qu'il y avait il y avait une grande pauvreté en Champagne, de créer des camps militaires. Donc il y a eu Mailly, Suippes, Mourmelon. Ça c'est Mourmelon, dit le camp de Châlons, et on voit une charge. Et vous voyez que le paysage est complètement nu sur cet espace-là. Donc ce tableau nous raconte vraiment une idée du paysage. Et si aujourd'hui on enlève la cavalerie, on retrouve le paysage que l'on a actuellement. Donc ça s'est légèrement reboisé. Et puis entre les deux guerres, on a inventé la mécanisation, mais surtout les engrais. Et donc ce qui était un inconvénient, une terre très légère et peu fertile, mais facile à exploiter, est redevenu un avantage avec l'arrivée des engrais. Par contre, les terres lourdes qui étaient plus fertiles, le fait qu'elles soient lourdes est devenu un inconvénient par rapport au potentiel des plaines de Champagne. Donc on a une grande période la dernière grande évolution de ce paysage. J'ai mis cette photo, elle ne raconte pas grand-chose. Mais quand on regarde sur ces marges, vous voyez que c'est plus foncé. Donc ça veut dire que tout ça, c'était des boisements plantés ou naturels, en propriété d'agriculteurs. Et on retrouve ici, encore une fois, si vous lisez Gaston Roupnel, il vous racontera l'histoire de la clairière culturelle, la façon dont, autour d'un village, on est venu défricher et créer ça. Et donc ça raconte une forme de clairière culturelle. Et derrière ça, eh bien, la terre pouvant reprendre de la valeur, eh bien, les agriculteurs se sont mis à défricher. Vous pouvez aussi noter la finesse de ces lanières que l'on retrouve comme on les a vues tout à l'heure. Donc, dernière grande mutation du paysage, donc ces jolies stries. C'est drôle, les choses qui bouleversent vraiment le paysage permettent vraiment de faire de belles photos à chaque fois. Il y a plein de photographes qui nous racontent ça. C'est assez étonnant. Et donc, toutes ces petites stries et ces petits tas, c'est cette immense période dans les années 60 après-guerre jusqu'à 70, on va dire, période de défrichement. Donc ça, ce sont des bois qui sont abattus, qui sont mis en sillon et qui sont brûlés. Donc c'est les cendres qui s'étalent petit à petit. Et on a complètement décapé la Champagne-Crayeuse à cette période-là. Et aujourd'hui, si vous alliez dans ce secteur-là, on est dans une photo où la mécanique est en cours, mais la Champagne est redevenue complètement nue à cette période. Et aujourd'hui, on a ce genre de paysage où il faut chercher pour trouver un arbre, si ce n'est sur les sillons sillons boisés qui accompagnent les vallées, comme c'était déjà le cas au XVIIe et comme cet auteur nous le signalait. Un petit mot sur les villages de Champagne. Donc là, on a vu que sur la Cuesta, on était sur des habitats groupés qui venaient se caler dans les recoins du relief de la Cuesta d'Île-de-France. Dans la plaine, on a donc essentiellement des vallées qui sont orientées nord-sud, presque toujours. Et donc les villages viennent se caler contre. Si on regarde la forme du village sur le... Ah, j'ai mis carte de Cassini, c'est une connerie, c'est sur le cadastre napoléonien. Vous voyez qu'il y a un espace entre chaque ferme, et je vous le montrerai ensuite. Toutes les façades sont orientées au sud. Et donc là, on est sur une vallée nord-sud. C'est les préceptes de l'écoquartier. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir réinventé le rapport au soleil d'une maison. Mais voilà, ces villages étaient vraiment faits de bon sens, de la même manière que dans la Cuesta d'Île-de-France, mais adaptés à leur territoire. Et vous voyez qu'il y a de grands espaces entre les fermes. C'était souvent lié, comme c'était une région très pauvre et qu'il y avait de grandes pâtures, que l'on appelait des savars, et d'immenses troupeaux de moutons. Donc ça permettait de faire rentrer les grands troupeaux de moutons dans chacune de ces fermes. Et donc,
sans avoir de boussole sur vous, quand vous vous baladez dans la plaine et que vous traversez un village champenois, eh bien, si vous avez les pignons sur rue, ça veut dire que la rue principale est orientée nord-sud, de manière, nord-sud, de manière à avoir ses façades au sud. Et on le voit bien, et donc les pignons, économie d'énergie et l'économie de surface, de la même manière que dans la Cuesta, les parcelles s'arrêtent vraiment sur la rue. On ne se sent pas obligé à cette période de reculer ces maisons. Voilà, encore le même principe. Façade exposée au soleil. Il y a différentes catégories de maisons. Ça, ce sont les fermes les plus anciennes, où les gens habitaient en bas et stockaient le fourrage et les grains au-dessus. Donc c'était des fermes greniers, avec bien souvent un couloir traversant qui permettait d'amener au potager. Donc il y a une architecture extrêmement simple. Et donc là, on est dans un village-rue qui est orienté est-ouest, et du coup, les façades sont en continu le long de la rue et sont toujours face au soleil. Donc, des choses extrêmement simples. Vous pouvez noter aussi la présence de la craie comme matériau de construction. Et la craie, on la retrouve souvent sur les pignons des maisons. Le reste étant en torchis. Bon, c'est pas ma préférée, mais ça permet quand même de voir un pignon complètement en craie. On en retrouve ici. Alors aujourd'hui, on commence à les démonter pour faire des hangars. Et début 19e, il y a un autre type de maison qui est arrivé avec un étage et construite en briques. Alors souvent, ça a été les mairies qui ont été construites dans un premier temps, et puis les agriculteurs les plus riches. C'était une manière de marquer sa réussite. Première manière de marquer sa réussite. Bon, et puis là, on voit que la rue a été refaite, modèle lotissement, ce qui est peut-être un petit peu dommage, parce que ça méritait autre chose. Je trouve qu'il faut avoir beaucoup d'imagination pour être capable de mettre des types de bordures différents, de faire des choses compliquées, alors que, voilà, la bordure de trottoir n'est pas forcément indispensable au bien-être de ces villages. Voilà, donc là, ça, ce sont vraiment les vues typiques de ces villages, et je les montre d'autant plus volontiers que plus personne les voit, et que ça concerne personne dès lors qu'il y a un permis de construire qui est déposé. C'est plus du tout dans la réflexion de se dire que le soleil est quelque chose d'intéressant. On voit un autre matériau de construction, qui est simplement le bardage bois, avec des planches verticales, de la manière la plus logique du monde, pour tout ce qui est grange. Voilà, toujours ces pignons. Ça, c'est pas la cheminée, c'est la construction d'un silo. Donc là, encore une fois, on change de sens. Donc la rue est est-ouest, donc les maisons s'adaptent à la rue. Et si la rue change de sens, c'est que la vallée a changé de sens aussi. Donc tout est en rapport étroit, sans cesse, avec une grande logique. Et je ne suis pas en train de faire un discours passéiste, j'essaye simplement de montrer qu'il y avait des choses toutes simples qui permettent d'avoir un vrai rapport au sol. Et puis de temps en temps, on voit encore quelques maisons en pan de bois qui traînent de ci, de là, mais il n'y en a plus beaucoup. Celle-ci est située dans l'eau. Puis ça évolue, les agriculteurs réussissent puisque les engrais et la motorisation leur permettent de gagner plus d'argent. Et c'est tant mieux parce qu'ils venaient d'une culture qui est encore ancrée dans de la pauvreté. Et c'est encore les générations d'aujourd'hui vivent ça. Donc ça amène des rapports à l'espace qui est un peu particulier. Toujours est-il que ces villages évoluent au rythme de ce qu'ils voient à la ville, à Châlons, à Vitry-le-François, à Reims. C'est leur repère de bonne évolution. Donc on commence par s'enfermer, peut-être faire un mur autour de chez soi, alors qu'avant l'espace était libre entre chaque ferme. Puis l'agriculteur qui a réussi, pour montrer sa réussite, il tourne sa maison, qui était bien exposée au sud. Bien maintenant, il la met face à la rue. Il expose sa façade face à la rue. Et puis on invente, vous avez noté qu'il y avait des toitures en 2 pans, on invente le 4 pans. Ça date un petit peu, mais voilà, ça traduit vraiment une évolution du monde agricole des années 80 encore maintenant. Excusez-moi, elles sont bi-orientées les maisons, donc ça veut dire qu'il y a une façade, une grande façade pleine. Alors celle-ci, elle est...
Oui, 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 oui. C'est ça qu'il y a une grande façade. Il y avait une grande façade plein nord qui n'avait pas de fenêtres, ou très peu de fenêtres. Mono-orienté sud. Oui, 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 mono-orienté sud. Donc la façade sud avait sa porte d'entrée, ses fenêtres, ses portes d'accès au grenier. Et la façade nord avait simplement des fenêtres et il n'y avait même pas d'ouverture au nord sur le grenier. Donc si vous vous baladez dans un village rue, vous allez le repérer très très facilement. Et puis donc, ben voilà, les maisons se sont retournées. Alors voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Oh, peut-être que vous vous doutez de ce que je pense. Voilà, les choses se retournent et on retrouve... Et puis comme on fait dans les villes, eh bien dans une période on a mis des tuyas un peu partout, ben on a commencé à mettre des tuyas aussi, c'est quand même rigolo. Vous vous rappelez des photos juste avant où le village champenois était là? Et puis du coup, ben, maintenant qu'on met plus de tuyas, on met des clôtures, donc voilà. Et là, on n'est pas dans un lotissement, on est dans un village champenois et on retrouve une maison là, la pauvre. Tout le monde s'est retourné. Bon, c'est comme ça. Et on se recule encore un peu plus pour... Et on met sa maison sur un terre-plein aussi. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, il faut que je me dépêche un peu. J'ai presque fini. Et puis, si on revient dans la plaine, tout à l'heure, un des mecs que j'ai lu, là, il parlait des longs sillons. Voilà. Donc voilà un long sillon de la vallée de la Caule qui vient se balader dans la Champagne. Donc évidemment, ici, le relief vient de part et d'autre tangenter cette vallée. Alors, j'ai mis cette carte parce qu'elle est rigolote, on croirait une photographie d'un cerveau. Je vous promets que ce n'est pas le mien. Mais donc, vous voyez, c'est pour expliquer un peu tout ça. Donc, on a ces vallées, ces lignes de crête qui font partage des eaux. Donc là, l'eau s'écoule par là, vers la vallée de la Marne, là, vers la vallée de la Caule, et ainsi de suite. D'où ces villages orientent avec des rues principales nord-sud, donc adossés à la vallée, et puis de temps en temps, ils tournent pour aller rejoindre la vallée de la Marne. D'où des changements de direction extrêmement simples du mode d'habiter. Simplement, si on peut nous dire des agglomérations Ça, c'est Châlons-en-Champagne, pardon. D'accord. Et ça doit être Vitry. Oui, oui, c'est Vitry même, c'est sûr. Oui, puisque là, la Cuesta, les côtes de Champagne se retournent. Pardon? C'est vous qui l'avez travaillé, cette carte? Oui. D'accord. Oui, ça fait des fois partie de notre boulot. On les revend dans des hôpitaux. Et ces paysages qui sont très très anciens nous racontent encore des choses. Alors, avec ces bouleversements, ces paysages de lanières ont complètement disparu, parce qu'ils étaient adaptés au travail qu'on pouvait faire en une journée en allant à l'autre bout du finage, avec son attelage et sa charrue, ou autre outil. Et puis la motorisation fait qu'on a bouleversé tout ça, on a fait intervenir des géomètres, on a fait des grandes opérations d'aménagement foncier qui s'appelaient des remembrements. Pour autant, il reste quelques traces et des grands chemins comme ça. Alors si vous allez par là, vous arrivez à Châlons, mais si vous allez de l'autre côté, donc là-bas, vous arrivez à Bar-sur-Aube, je crois, ou Bar-sur-Seine. Ce sont des voies romaines qui sont toujours là. Donc c'est assez intéressant de voir comment certains éléments fondateurs restent toujours inscrits. Et voilà, je pense que ça vaut... Peut-être qu'on s'en fout, mais peut-être pas. Je pense que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé à un moment donné et comment on en est là. Et donc, si je reviens ici, donc cette voie romaine, elle est là. Curieusement, à côté de la ligne de crête, qui elle bouge, évidemment, le relief n'a pas été fait avec une équerre, mais en tous les cas, la ligne de crête, la voie romaine, elle vient prendre la ligne de crête. Donc encore un rapport au territoire. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on aménage et on raconte son paysage en même temps. Et ils ne le font pas exprès. Et puis, quand on se promène dans la plaine, eh bien, on peut voir des choses assez étonnantes, puisque vous vous rappelez de la photo aérienne où tous les champs ont des limites bien rectilignes. Eh bien, comme le socle est une ondulation presque continue sur tout ce grand croissant que j'ai montré tout au début, eh bien, cette ondulation, elle déforme tout. Et finalement, on se retrouve avec des losanges, avec des courbes partout, alors que les géomètres se sont obstinés à faire des lignes droites. J'espère que ça va pour eux quand même.
Et je trouve que ça peut être porteur de poésie, suivant comment on le regarde. Parce que c'est aussi le paysage, ça peut être aussi vu comme le paysage du désespoir, puisque la culture accompagne la culture, et tout ce qui va avec. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes, et le paysage, c'est là où le ciel et la terre se touchent. Et je pense que c'est tout le temps présent. Et cette ligne de crête, vous vous rappelez que dans la Cuesta d'Île-de-France, dans les coteaux viticoles, on a ce rapport ciel-terre sans boisement au-dessus, et cette grande pureté dans la relation des éléments. Et quand on a un manteau de farine qui vient couvrir tout ça, eh bien on se retrouve dans des paysages cartes postales qui sont assez étonnants. Voilà. On peut se perdre dans des endroits qu'on connaît au quotidien, on peut perdre tout sens des repères. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Moi, ça me remplit d'émotions. C'est un peu pour ça qu'on m'a demandé de venir là. Mais voilà, c'est peut-être pas bien, parce que c'est aussi le paysage de la fin du monde. Mais pour autant, ce paysage, pour moi, il est porteur d'émotions. Et j'ai longtemps été frustré. J'ai passé ça en vieillissant, et les cheveux blancs, on perd nos frustrations. Mais quand j'avais, je ne sais plus, 20 ans, 25 ans, il y a ce film qui est sorti, Danse avec les loups. Je ne sais pas si ça cause à certains d'entre vous. C'est vieux, hein. Et une des scènes qui était reprise en boucle pour parler de ce film, c'était cette grande scène avec les bisons. Évidemment, ça n'existe plus. Ils avaient recomposé, des troupeaux de bisons qui couraient partout. Je me disais, mais c'est pas possible. Tout le monde est à genoux et met des posters de ça dans sa chambre. Et il y a ça en Champagne. Et en Champagne, tout le monde tourne le dos à la plaine. J'ai travaillé dans plein d'endroits en Champagne. La notion de paysage, elle est dans la ville, elle n'est jamais dans la plaine. C'est très étrange. Sans doute un rapport à la pauvreté qui n'est pas si vieille, qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, je voulais mettre cette image, on a même eu du mal à la trouver, mais ça marche aussi avec des troupeaux de zébus, le Masai Mara, c'est le même paysage. Mais voilà, c'est le même socle. Et c'est assez étonnant. Enfin, on peut se poser la question, pourquoi quelquefois on s'y attache et quelquefois on lui tourne le dos et on le méprise? Voilà, on peut se poser plein de questions. Mais moi, ce paysage, il ne se fait pas tout seul, donc voilà, il y a des gens qui parcourent ça pendant des heures et des heures. Les champs font souvent 1 kilomètre de long. Moi, je faisais ça quand j'étais petit, puis un jour, j'ai ouvert des bouquins d'art plastique, l'idée de nature dans l'art contemporain, des choses que vous connaissez sans doute. Et le travail de Christo et compagnie, enfin tous ces gens-là, voilà. Et on se dit que finalement, comment peindre, avoir un tableau aussi grand? Je suis pas sûr que le gars sur son tracker, il se rend compte qu'il joue des textures, mais finalement, c'est quand même ça. Et si on se rapproche de ces outils, voilà, il y a un rapport au sol qui est quand même assez particulier et qu'on n'a pas dans la Cuesta, parce que dans la Cuesta, le sol est en place et on plante. L'ennemi de la Cuesta, c'est les écoulements. Si vous vous y promenez, vous verrez que les chemins sont souvent en béton. Voilà, la question du rapport à l'eau est très très forte. On n'a pas du tout ce rapport ici. Et par contre, on a une terre très 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 friable. Et voilà, on peut regarder ça en boucle. Voilà, là il sème, là il trace parce qu'il faut tracer, il faut que ce soit droit. Et là il sème encore, et il fait ses sillons. Voilà, tout ça, ce grand paysage ne se fait pas tout seul, et je pense que c'est aussi important d'avoir en tête ce rapport d'échelle et de l'outil qui a fait. Et avant, là c'est mécanisé, mais avant c'était pas mécanisé. Et pour autant, c'était la même régularité, le même sens. Donc finalement, c'est quand même la même culture. Peut-être c'est pour ça qu'on appelle ça des cultures. Et ça permet aussi d'avoir des vues comme ça, quoi. Et ça raconte aussi la terre, par exemple. Pourquoi c'est plus sombre ici? Bien parce que les limons viennent s'accumuler là. Et donc là, c'est extrêmement pauvre. C'est vraiment de la craie presque à l'état brut. En plus, elle prend bien le soleil, donc elle sèche. Et puis, ça nous permet d'avoir des ciels phénoménaux, dans la mesure où on n'est pas sur un paysage qui est plat, qui est toujours en ondulation, on ne fait que monter, descendre. Donc on a un paysage de bascule. Si vous êtes curieux et que vous prenez un vélo, faites la voie romaine que je vous montrais tout à l'heure, vous verrez que vous n'êtes pas à plat. Ça tire dans les mains. Donc voilà, ça permet d'avoir ce genre d'image. Et alors, étonnamment, la première fois que j'ai montré ça, c'est un coup de bol monstre, mais quand j'ai montré cette image-là, on me demandait où j'avais été en vacances. Personne n'imaginait que ça puisse être ici. La même il y a quelques mois.
mais ça bouge. Mais pour autant, le sol est toujours fidèle. Vous voyez? Ça pousse plus vite. Donc ça fait des dessins sur des dessins. C'est assez étonnant. Hop là, pardon. Voilà. Et puis il reste quelques petits bois, puisque tout a été défriché. Petits bois qui ont beaucoup souffert, donc qui étaient des bois de pin, donc quelque chose d'assez fertile. Et puis en 99, la tempête est passée par là, a mis tous les bois par terre. Tempête, ça vient de tempesta, qui arrive à temps. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a une biodiversité qui s'est réinstallée dans tous ces bois qui sont tombés. Parce que toute une flore a pu réapparaître et une grande biodiversité s'est réinstallée dedans. Et on voit encore ces lignes qui se déforment au gré du déplacement. Et puis encore ces ciels et puis ces nuances de couleurs qui quelquefois méritent qu'on les regarde. Et puis voilà, ça bouge par l'arrivée de quelques éléments verticaux. Alors, au début, c'était rigolo, parce que ça crée des événements dans un endroit où il y en a peu. Même les arbres isolés ont du mal à persister. Mais au début, il y a longtemps, il y en avait encore quelques gros, et puis ils ont disparu. Et là, ils en ont mis des bien plus grands. Dans les éléments de verticalité, il y a quand même les arbres de bord de route. Et je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait se perdre quand on était dans un paysage de neige qui couvre cet ensemble. Et ces alignements de route, même s'ils ne sont pas très grands, ils nous permettent de dire tiens là, il se passe quelque chose, donc il y a une route. Imaginez la même photo sans les arbres, on ne sait pas, donc ça nous raconte. C'est un élément extrêmement simple qui permet de comprendre le territoire dans lequel on est. Hop, pardon. Bon là on a les deux, donc là... Mais en fait, c'est faux parce que les éoliennes sont bien plus loin. Mais on comprend sans doute qu'il y a une route. Et là aussi, ça c'est le contournement de Châlons. Et je suis assez content que dans un élément comme celui-ci, on ait su prolonger cette dynamique-là. Et puis donc les éoliennes, j'ai remis la même carte que tout à l'heure, mais vous voyez en bleu et en vert. En bleu, c'est les parcs existants et en vert, c'est les futurs parcs. Donc voilà, ça pose la question de l'évolution d'un paysage. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais ça va plus loin que la question du paysage, quoi. Donc ça repousse vraiment la limite de la notion de paysage. Quel paysage on veut? Est-ce qu'on préfère des grandes tours nucléaires ou... Voilà, il y a plein de questions. Et moi, pour moi, c'est encore plus un paradoxe, puisqu'on me paye pour faire les volets paysagers de ces études. Donc je suis encore plus ennuyé. Mais ça conduit à ça et quelquefois à la saturation. On y arrive dans de nombreux endroits. Mais il va y avoir des zones de sauvegarde qui ne sont pas faites exprès. Par exemple, l'aéroport de Vatry, avec les radars, et on ne peut pas mettre d'éoliennes dans un périmètre de, je sais pas, 15 km ou 20 km. Donc on va avoir un grand territoire. Et il y a plusieurs éléments comme ça. La basilique de l'Épine est protégée au titre de je sais pas quoi, et donc pas d'éoliennes dans un grand paysage. Donc c'est rigolo, ce qui finalement aujourd'hui crée le paysage. Et puis voilà, on a aussi des beaux ciels bleus et des photos qui peuvent éventuellement avoir un intérêt. Voilà, donc rien n'est bien, rien n'est pas bien, c'est un peu compliqué. Puis on a ça aussi, donc ça nous raconte les lanières. Il reste quelques endroits où il y a des lanières, donc là on peut se dire que les enfants ont dû s'engueuler. Les héritiers de ces terres ont dû s'engueuler et ils n'ont pas pu partager les terres et c'est resté divisé. Et puis la dernière photo, celle-ci qui nous permet de relier la Cuesta d'Île-de-France au parcellaire agricole de la plaine de Champagne. Voilà, je vous remercie de votre attention.